quel art difficile. Et donc la prochaine communication est faite par Catherine Levisage de Nantes sur la chirurgie régénératrice, la bioingénierie en chirurgie maxillofaciale et en odontologie. C'est une partie remise qui est parmi il y a 2 mois. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je vais donc vous présenter ce que nous développons au laboratoire en termes de chirurgie maxillofaciale et odontologie. Et j'ai surtout essayé de mettre dans cette présentation certaines pistes de réflexion sur les aspects à développer dans le futur. Donc je travaille au laboratoire INSERM U1229, qui s'appelle Hermès en anglais, mais dont le nom est effectivement médecine régénératrice et squelette. Alors au niveau du laboratoire, nous avons essayé de développer différentes approches qui sont résumées sur cette diapositive, qui nous permettent d'aller de la physiologie squelettique intégrée, c'est-à-dire un aspect très fondamental sur le développement des tissus du squelette, os et cartilage, jusqu'à ce que nous appelons la médecine régénératrice 4R, et je vais rejoindre d'ailleurs Philippe Ménager sur ces définitions. 4R, on peut envisager effectivement le remplacement, la réparation, qui est en quelque sorte un état un petit peu intermédiaire, la complète régénération d'un tissu, ce qui est malheureusement souvent difficile à obtenir, et puis on peut également ajouter l'étape possible de reprogrammation. Vous avez effectivement entendu parler des cellules reprogrammées ou IPS. Alors, au niveau du laboratoire, j'ai choisi de vous présenter ce que l'on développe donc au niveau osseux et les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau clinique. 2 aspects qui nous intéressent particulièrement. D'une part, la chirurgie maxillofaciale, avec les défauts de taille critique qui peuvent être liés soit à des traumatismes, mais également nous nous intéressons au traitement par irradiation et donc la formation de terrain ischémique qui limite vraiment la régénération tissulaire en raison du manque d'oxygénation, de vascularisation. Et puis un aspect un petit peu plus particulier qui va concerner le travail des dentistes, avec d'une part les soucis concernant les pré-implantations, enfin au niveau pré-implantaire, donc la mise en place d'un implant avec les besoins de complémenter le tissu osseux, soit au niveau alvéolaire ou au niveau des sinus. Et puis bien sûr la maladie parodontale qui va être certainement également très complexe de par le besoin de régénérer à la fois le tissu osseux mais également le ligament, le sément, bref, une régénération complexe à mettre en place. Donc vous voyez, pour tous ces cas-là au laboratoire, on a besoin de développer de nouvelles technologies pour favoriser la réparation osseuse. Alors, en ce qui concerne les substituts osseux que vous connaissez bien sûr déjà très bien, j'ai repris sur cette diapositive les différentes possibilités. Les matrices osseuses déminéralisées, qu'elles soient d'origine humaine ou bovine, les métaux, les céramiques, qu'il s'agisse effectivement de granules, de blocs poreux, soit à base de phosphate de calcium, d'hydroxyapatite, les ciments, qui ont l'avantage effectivement de pouvoir être injectables, constitués de poudre réactive durcissante, et puis plus récemment tous les composites qui vont contenir à la fois ces granules mélangés avec des solutions de polymères qui peuvent également être injectées. Dans les domaines qui nous intéressent, chirurgie maxillofaciale et surtout dentaire, on a besoin beaucoup de produits qui soient injectables, ceci afin de favoriser bien sûr la chirurgie mini-invasive. Alors, en plus de tous ces différents matériaux qui sont disponibles, on va essayer d'avoir des pistes de réflexion pour les années à venir. Et donc les nouvelles stratégies sur lesquelles on réfléchit actuellement, sur lesquelles on a déjà commencé à travailler, ont vraiment pour objectif de pouvoir contrôler les processus biologiques de régénération. Et j'ai choisi 3 aspects à développer aujourd'hui. D'une part, je vous présenterai quelques innovations en ce qui concerne les biomatériaux. D'autre part, le choix des cellules, et en particulier des cellules souches. Donc, on vient d'avoir une présentation sur les différents types de cellules, et puis également Hervé Petit en parlera plus en détail. Et enfin, je finirai sur un autre aspect qui est finalement la thérapie sans cellules et les nouvelles possibilités. Alors en ce qui concerne les biomatériaux, donc je vous l'ai dit, on s'intéresse tout particulièrement à des matériaux qui soient injectables. Et au laboratoire, on a développé récemment des matériaux qui se présentent à la fois sous forme de ciment, donc effectivement qui vont présenter des propriétés durcissantes et avoir effectivement des propriétés très proches de celles d'un os, mais qui sont également injectables et qui sont poreuses, que l'on va appeler en fait des mousses injectables. Donc c'est un procédé qui a été développé au laboratoire qui finalement est assez simple quand on y pense, c'est vraiment le fait de pouvoir incorporer de l'air lorsque l'on va préparer le ciment en le mélangeant à une solution de polymère qui va en même temps durcir. Et donc on peut, en contrôlant la technique de mélange et en contrôlant également le volume d'air que l'on injecte,
contrôler la porosité que l'on va former. Donc vous voyez ici, une des questions qu'on avait, c'était de savoir si le ciment ainsi rendu poreux, avant même de l'injecter, allait toujours être cohésif. Vous voyez ici en bas à gauche, vous avez toujours un matériau qui est injectable et qui reste cohésif, même en présence de liquide. Nous avons confirmé effectivement qu'il est macroporeux, environ 200 à 300 microns des tailles de pores, ce qui a bien sûr pour objectif de favoriser la pénétration des cellules à l'intérieur de ce pore. Et puis, les premiers essais chez l'animal, ici chez le rat, ont montré qu'effectivement, on observait très rapidement la formation d'un tissu osseux à l'intérieur du ciment, et non pas uniquement au niveau des berges du ciment, avec la formation de tissus ostéoïdes. Et donc, c'était également très prometteur sur ces aspects-là. Donc, le fait de pouvoir combiner de la chirurgie mini-invasive avec un ciment et de la macroporosité. Autre technologie qui me semble extrêmement intéressante, le bioprinting. Donc on a parlé beaucoup effectivement du printing 3D de matériaux. Le bioprinting associe un matériau et des cellules avec l'idée de pouvoir vraiment contrôler la distribution des cellules dans le matériau. J'ai choisi ici un exemple qui est très intéressant dans le sens où l'idée n'a pas été de ces auteurs n'est pas de dire directement on va faire un tissu osseux terminal, mais au contraire de vouloir essayer de reproduire le développement d'un tissu osseux par ossification endochondrale. Donc leur idée c'est vraiment de faire du cartilage au niveau de ce matériau qu'ils ont imprimé, vous voyez, pour essayer de reproduire la structure d'une vertèbre. Et puis ensuite, ils ont favorisé la formation de chondrocytes au niveau de ce matériau, donc vraiment aller jusqu'à l'hypertrophie des chondrocytes. Et puis c'est au cours de l'implantation chez la souris au niveau sous-cutané qu'ils observent une maturation avec la formation d'un réel tissu osseux qui va vraiment permettre d'avoir donc formation du tissu osseux, également apparition d'une structure de type moelle osseuse. Donc vous voyez, ils sont passés en fait essayer de reproduire le développement d'un tissu osseux. Alors bien sûr, ce design pour le moment est assez complexe, il y a plusieurs étapes d'impression, différents types de matériaux, mais c'est vrai qu'on s'oriente vers l'idée d'avoir vraiment d'essayer de reproduire le développement de ces tissus. Autre amélioration en ce qui concerne toujours les biomatériaux, un aspect c'est également la substitution ionique. Alors sans rentrer du tout dans la chimie, je ne suis pas du tout chimiste, si on compare la structure d'une apatite biologique que vous avez ici représentée à gauche par rapport à une apatite synthétique qui est très simple finalement, qui contient uniquement phosphate et calcium, il manque par rapport à la structure classique d'un os, il va manquer certains éléments, en particulier le magnésium, le strontium et le silicium. Donc l'idée c'est donc de pouvoir réussir à fabriquer en fait des apatites synthétiques qui contiennent ces différents ions. Alors, sans rentrer non plus dans le détail, on peut réussir à remplacer par exemple le calcium ou le phosphore par soit ce magnésium, silicium ou strontium. Et ce que l'on observe, c'est une modification de la cristallinité, donc ça veut dire aussi une modification de la solubilité, donc de la résorption des matériaux in vivo, et également une modification de ce que l'on va appeler les performances biologiques, avec, dans le cas de l'addition du strontium, une augmentation de la différenciation ostéoblastique, de la synthèse de collagène de type 1 et l'augmentation de la minéralisation, et également la même chose avec le magnésium. J'ai aussi noté ici, même si ce n'est pas exactement le même objectif, mais on peut également incorporer des ions argent dans cette hydroxyapatite modifiée et donc obtenir, dans ce cas-là, une activité antibactérienne prolongée. Donc vous voyez qu'on peut, au niveau de la chimie, modifier ces hydroxyapatites pour qu'elles présentent une activité biologique plus importante. Alors, en termes de chimie, on peut les faire, mais on peut également préparer ces nouvelles hydroxyapatites, ces nouvelles apatites modifiées à l'aide d'une technique qu'on appelle biominéralisation, qui consiste en fait à utiliser des bactéries qui sont capables de transformer par exemple du glycérophosphate qui est mis dans le milieu et d'incorporer, de fabriquer directement une hydroxyapatite modifiée. Dans le cas de cet article, par exemple, Envirobacter est capable de synthétiser une hydroxyapatite qui contient du zinc et du magnésium. Et ces auteurs ont donc comparé en fait l'activité ostéoconductive de ces différents matériaux en comparant, vous le voyez ici en haut, en haut vous avez l'hydroxyapatite modifiée contenant zinc et magnésium versus l'hydroxyapatite simple. Et dans un modèle chez le lapin, où ils ont effectivement implanté des disques de ces deux matériaux, ils ont observé une régénération osseuse qui était plus importante et un comblement effectivement du défaut osseux en 4 semaines seulement lorsque celui-ci contenait l'hydroxyapatite contenant zinc et magnésium. Donc il est possible effectivement d'avoir des matériaux qui vont libérer certains ions qui présentent une activité biologique. Deuxième stratégie, le choix des cellules souches.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, effectivement, de toutes les expériences qui ont été menées au laboratoire. Simplement, finalement, ce sont des questions que l'on se pose actuellement, en particulier pour la réparation osseuse au niveau donc, maxillofacial. D'une part, quel est le meilleur état de différenciation des cellules souches lorsqu'on les associe à un matériau de type phosphate de calcium? Deuxième question, ces cellules sont-elles encore vivantes après l'implantation osseuse et combien de temps? Alors on peut espérer, bien sûr que ça sera la même chose qu'au niveau du cœur, qu'on pourrait les retrouver vivantes 15 ans après, je l'espère. Et puis également, les cellules sont-elles, ou en tout cas ces cellules souches mésenchymateuses, sont-elles directement impliquées dans la régénération osseuse? Et pour cela, on a mené un certain nombre d'expériences au laboratoire en comparant finalement, et là c'est vraiment en relation avec l'application clinique directe, l'association soit d'une moelle osseuse totale versus l'association de cellules souches mésenchymateuses isolées et cultivées. Et dans le cas soit d'un défaut crânio-facial chez l'animal ou également après irradiation, donc une implantation au territoire irradié, dans notre cas, à chaque fois, la moelle osseuse totale se révèle être plus efficace que les cellules souches mésenchymateuses. Là, évidemment, on répond dans ce cas-là à certaines questions qui vont être de caractérisation des cellules versus caractérisation de la moelle. Bien sûr, on procède également ici de manière autologue et ça peut être réalisé directement au moment même de la chirurgie. Donc ça a des avantages. Les inconvénients, c'est les soucis de caractérisation de cette moelle osseuse totale, bien sûr. Mais dans ces deux cas, on se rend compte que l'association de moelle osseuse totale et de BCP est plus efficace pour la réparation osseuse. Alors j'ai voulu juste mentionner cet article parce qu'il me semble intéressant pour s'intéresser à d'autres types de cellules dont on parle un petit peu moins, mais qui nous intéressent au laboratoire, les cellules d'origine dentaire. Alors vous voyez que sur cette publication très récente sont représentées un grand nombre de cellules. J'ai choisi d'en mettre 3 types de cellules en évidence. D'une part, les cellules qui vont être isolées, cellules progénitrices isolées à partir des germes dentaires. Deuxièmement, les cellules qui sont issues de la pulpe dentaire. Et troisièmement, les cellules qui vont pouvoir être isolées à partir des dents de lait. Donc ce sont 3 types de cellules qui nous semblaient intéressants, alors qui sont faciles à obtenir, bien sûr, au niveau par exemple de notre centre dentaire. On remarque également, quand on regarde certains papiers récents, que finalement l'idée n'est pas d'utiliser directement ces cellules, mais plutôt de les transformer sous forme de cellules IPS qui pourraient être maintenues comme ça en culture pendant très longtemps et ensuite être éventuellement utilisées chez un patient. C'est très récent, toutes ces données sur ces cellules souches d'origine dentaire. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça peut être éventuellement une nouvelle sorte de cellules pour la suite du travail. Pour revenir juste sur la reconstruction orofaciale, j'ai choisi également de représenter ce schéma parce qu'on le voit qu'il met en évidence en fait les complexifications que l'on développe soit au laboratoire, soit d'autres laboratoires, qui vont finalement partir de cellules souches d'origine dentaire et qui vont être soit associées à un biomatériau seul, soit bioprintées, soit finalement une autre possibilité serait d'aller attirer les cellules à l'aide d'un champ magnétique, c'est-à-dire pouvoir vraiment organiser les cellules comme l'on veut lorsqu'elles sont associées à ce biomatériau. En descendant toujours, l'option C, c'est effectivement d'organiser les cellules, donc champ magnétique, même sans biomatériaux. On va passer à cette étape. Et puis finalement, la dernière alternative que propose ce groupe de recherche, c'est l'attraction de cellules souches résidentes, c'est-à-dire l'idée finalement de ne pas du tout utiliser de cellules, mais de pouvoir se dire on a des cellules souches disponibles dans l'organisme, pourquoi pas aller les attirer au niveau par exemple de la mandibule pour une réparation. Et ça c'était effectivement ce que je voulais mettre en évidence dans ma dernière partie de cette présentation sur la thérapie sans cellules. Est-ce qu'il y a finalement alors on peut appeler ça thérapie cellulaire quand même, puisqu'on va attirer des cellules. Régénération endogène, c'était une optique qui peut être en particulier au niveau mandibulaire. L'idée, ça va être de préparer un biomatériau qui contient un facteur que l'on appelle chémoattractant, qui va attirer les cellules. Les cellules vont ensuite proliférer, différencier, sécréter un certain nombre de facteurs qui vont permettre la régénération de ce tissu. Donc on voit évidemment, c'est de la réparation endogène, c'est effectivement l'idée de pouvoir réparer avec des cellules, mais finalement en mettant à profit les cellules que le patient contient finalement à l'endroit d'intérêt. Et puis, dernière optique également, finalement, pourquoi utiliser les cellules ou pas finalement utiliser ce que les cellules produisent elles-mêmes.
On parle évidemment de tout ce qui concerne les vésicules extracellulaires. Alors il y en a beaucoup de types, j'ai choisi d'en mettre en évidence deux. Donc les vésicules extracellulaires, ce sont des vésicules qui sont naturellement sécrétées par les cellules, qui permettent la communication entre les cellules. Il en existe deux types. En jaune ici, les microvésicules qui en fait correspondent à un bourgeonnement de la membrane des cellules, et puis les exosomes qui sont au contraire produits par fusion avec la membrane de vésicules internes aux cellules. Et on voit bien qu'ici, ça permet des outils en fait que l'on peut faire sécréter naturellement par les cellules, que l'on peut récupérer et finalement peut-être utiliser pour de la réparation tissulaire. Là, sans rentrer dans les détails du tout de la composition de ces vésicules, elles contiennent beaucoup de choses, en particulier elles vont contenir un certain nombre de protéines, de lipides, et puis surtout des facteurs de communication tels que des acides nucléiques de petite taille. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement je vous parle de ces vésicules? Parce qu'il y a différentes publications qui ont montré et qui ont utilisé ces vésicules pour favoriser la régénération osseuse. Donc ces vésicules ont été isolées, ont été associées à un biomatériau, donc je vous fais la version simple effectivement de tout le papier. Elles ont été associées à un biomatériau de type phosphate de calcium, tout simplement en absorbant ces vésicules sur le phosphate de calcium, et puis implantées au niveau d'un défaut crânial, ici chez le rat. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de la réparation osseuse, une augmentation du volume du tissu osseux, une augmentation de la minéralisation, lorsque ces vésicules ont été associées au biomatériau. Je vous présente la partie qui concerne la partie in vivo. Il y a également une caractérisation très importante de la manière dont ces vésicules sont capables d'aller stimuler des cellules souches. Donc vous voyez qu'effectivement, ça pourrait être un moyen simple, alors je vais dire simple, mais encore, quand on parle de réglementaire, le réglementaire en ce qui concerne ces vésicules risque d'être très compliqué, donc ça ne sera pas non plus une solution facile. Je suis pharmacien, donc effectivement, d'un point de vue caractérisation d'une vésicule qui contient beaucoup de choses, ça va être compliqué, mais c'est également peut-être une autre solution pour favoriser la réparation d'un tissu. Voilà, en conclusion, je voulais donc rappeler ces trois perspectives qui me semblent extrêmement intéressantes. D'une part, l'aspect biomatériaux avec des améliorations sur leur utilisation, les cellules souches bien sûr, et puis des approches récentes pour essayer de stimuler localement l'activation des cellules souches résidentes afin de contrôler vraiment les processus de régénération. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Un aspect tout à fait intéressant qu'on voit près de la clinique déjà de la chirurgie réparatrice. Richard. Je voudrais vous féliciter, mais je crois que tout le monde peut vous féliciter. Mais de ce qui ressort, c'est que je voudrais vous rappeler, malheureusement il n'est pas là pour... J'ai été très impressionné par le travail de Masquelet, notamment sur sa membrane dans la reconstruction osseuse que vous devez connaître. Et donc, de ce que je ressens, n'étant pas un expert, c'est qu'il y a vraiment deux choses. Il y a d'une part ce qu'on amène qui est les cellules, mais l'élément peut-être aussi essentiel, c'est le support. Et le support, il peut être halogénique, du ciment, du plastique, et donc je pense, où vous en êtes des études, des relations, c'est entre le stroma, on va dire, le support, et l'attraction de la cellule, ce qui correspond finalement au homing. Donc je trouve que là, on a besoin d'une explication sur pourquoi les cellules y vont, et pourquoi tout d'un coup elles se transforment dans la bonne cellule, entre guillemets. En sachant que, j'allais dire méchamment, l'os c'est le plus simple. Parce que l'os c'est un truc dur qui n'a pas de fonction. Lui, il a beaucoup plus de difficultés parce qu'il faut que ça se contracte. Donc ce que je ressens, si vous voulez, c'est où on en est des idées moléculaires et génomiques éventuellement de l'attractivité et du support, parce que dans l'histoire de Masquelet, les quelques types qui, après avoir, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire des grandes fractures de jambes et grands délabrements, il a tout simplement mis un fixateur externe, il a mis du ciment au milieu. Il a attendu 2 mois pour sa cicatrice, que la peau cicatrise, ensuite il a enlevé son ciment et il a mis des cellules spongieuses, des ostéoblastes pour faire de l'os. Et quand il n'enlève pas la membrane, l'os se fait, alors que les types ont dit nous on va faire bien, on va mettre un peu de curette, on va nettoyer, on enlève toute la membrane, quand il n'y a plus la membrane, les cellules ne prennent pas. Donc ça, je trouve que c'est une chose qui est très, très intéressante sur le plan de la réflexion intellectuelle. Et c'est bien cette relation entre l'environnement et la cellule qu'on amène. Voilà un peu ma réflexion et ma question. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui. Alors, c'est effectivement une question complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Je vous ai parlé de la porosité parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on était parti sur l'os. Je suis d'accord avec vous, ça va être simple au départ l'os.
On voudrait dire on va mettre quelque chose qui soit suffisamment dur, qui ne casse pas, et puis ça suffira. Or effectivement, le problème c'est d'avoir aussi également quelque chose de poreux, parce qu'il faut attirer des cellules, et les cellules, il faut quand même pouvoir les attirer à un endroit où il y a de la place. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre quelque chose, une masse qui remplit un espace simplement, ça c'est sûr, ça va combler simplement le défaut, mais on ne laisse pas la place aux cellules. Donc il faut aussi associer cette porosité, ça je crois que c'est important, de laisser la place aux cellules pour qu'elles viennent. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, on connaît un certain nombre de facteurs qui sont dits donc des facteurs chémoattractants. Il en existe de nombreux. La difficulté, c'est de savoir à quel moment et combien de temps on a besoin d'attirer ces cellules. Donc là, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites, évidemment, d'un point de vue plus fondamental, pour essayer de comprendre comment on va attirer ces cellules. Les travaux que nous on développe au laboratoire, et c'est d'ailleurs pour l'os, mais également par exemple pour le disque intervertébral, pour cartilage, c'est qu'une fois qu'on connaît ces facteurs, c'est d'aller les mettre au bon endroit, d'aller les libérer pendant un certain temps pour visualiser, pour avoir l'attraction de ces cellules, leur modification, leur transformation et éventuellement leur différenciation. On connaît déjà les facteurs, par contre il faut les mettre sur place et pendant combien de temps. Donc là on passera effectivement par tout ce qui est expérimentation préclinique chez le petit animal pour faire ces démonstrations. Parce qu'à ma connaissance pour le moment, personne ne rajoute un surnageant pour favoriser, si vous voulez, les ponts intercellulaires. Évidemment, pourquoi est-ce que ces cellules vivent? On sait très bien, on va mettre simpliste, si on a fait dans notre expérience chirurgicale, parfois on dit, on va mettre un peu de cellules, mais en fait bon, les cellules elles ne sont pas d'accord. Donc si vous voulez, pourquoi est-ce qu'elles vivent, et si on veut les faire vivre, est-ce qu'on peut, et c'est une autre domaine de l'expérimentation, amener tous ces facteurs extrinsèques qu'on connaît bien nous en cancérologie, parce que finalement ça rejoint un peu l'idée de la métastase. Nous on arrive à métastaser, si vous voulez. Donc moi je vous dirais, le rêve c'est de diriger votre métastase, puisque c'est ça que vous voulez faire finalement. C'est un petit peu ça. Alors les vésicules, par exemple, elles ont été découvertes justement grâce à un certain nombre d'expérimentations en culture cellulaire qui montraient qu'elles étaient présentes, et quand on utilisait par exemple ce que l'on appelle du milieu conditionné, du milieu après 24 heures de culture, en fait ces vésicules sont présentes. Donc finalement elles constituent peut-être un moyen de représenter, essayer aussi de comprendre ce qui se passe dans l'organisme lorsque les cellules sécrètent ces vésicules dans leur micro-environnement et que ces vésicules servent de signaux. Donc ça c'est aussi un moyen, certes, pour le moment ce que l'on essaye de faire, et ça va être de comprendre ces interactions. Soit on fait un facteur à la fois, effectivement le problème de faire un facteur à la fois c'est ça va pas très vite, et puis on risque de passer à côté de quelque chose. Une vésicule qui contient beaucoup de facteurs en même temps, on va aller plus vite. Par contre, on peut aller plus vite peut-être en préclinique, si on a des bons résultats. C'est sûr que la compréhension, elle va être longue de toute façon. Mais je suis d'accord avec vous, finalement, cette image de métastase, bon alors c'est vrai qu'elle n'est pas très positive, mais par contre, c'est exactement ce que l'on cherche à faire, tout à fait. Compliment pour votre présentation. 2 questions courtes. Comment passe le terme de cellules souches, c'est un terme général. Comment passez-vous des cellules souches à des cellules spécialisées, type cellules souches ostéoformatrices? Et ma deuxième question, vous n'avez pas trop parlé de la matrice. Si on met un bloc de cellules souches, il faut bien qu'elle se dirige. Merci. Oui, tout à fait. Alors, sur tout ce qui est... Alors, le vocabulaire en termes de cellules ostéoformatrices, c'est vraiment effectivement des cellules qui sont donc capables de synthétiser, qui expriment un certain nombre de gènes et qui sont capables de synthétiser les molécules de la matrice extracellulaire osseuse. Donc, c'est ça. Et comment on passe de l'un à l'autre? Il existe des recettes pour diriger ces cellules in vitro. In vivo, ben c'est exactement, c'est un petit peu la question précédente, c'est comment se forme cette différenciation. On connaît certains facteurs qui sont extrêmement importants pour aider cette différenciation. Quel sera votre premier médicament de thérapie innovante? Ah, très bonne question. Alors moi, je m'intéresse tout particulièrement au disque intervertébral. Donc le médicament, pour le moment, on réfléchit et on développe un hydrogel qui contient des facteurs chémoattractants et des facteurs de différenciation. Tout simplement, avec l'idée d'avoir une chirurgie mini-invasive, donc pas de cellules. Pourtant j'aime beaucoup les cellules, mais l'idée, c'est vraiment d'aller les attirer sur place. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille pour le moment. Voilà. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup. Oui, pardon. Est-ce que le corail est encore un matériau qui intéresse les chercheurs? Alors là, je crois que je vais pouvoir laisser la parole à Hervé Petite. Oui, tout à fait, il y a toujours un intérêt pour le corail, qui possède un certain nombre de propriétés très intéressantes. Après, à ma connaissance, une des difficultés, c'était d'une part l'approvisionnement et d'autre part les problèmes de résorption du corail à long terme ou non, de contrôle en fait de son devenir en raison de son origine naturelle.
Voilà. Mais je crois que Hervé Petit pourra beaucoup plus répondre à cette question. Alors, question cette fois, merci beaucoup.